Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le salon du livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la vie littéraire du Bénin en compagnie de notre invité Joël Glélé. Joël Glélé est un auteur béninois, un poète prolifique. Il a publié 5 livres à ce jour, dont le dernier s'intitule « Virgule d'amour ». Il est aussi fondateur du festival de poésie Journée poétique qui a récemment enchanté la ville de Parakou au Bénin en avril dernier. Engagé dans la promotion de la littérature, Joël Glélé est le représentant de l'association La Scène littéraire au Bénin. Son implication dans cette organisation lui a permis de mettre en place des initiatives qui ont participé à l'obtention d'une autorisation de l'État béninois pour la création de clubs littéraires dans les établissements d'enseignement secondaire, technique et professionnel au Bénin. Avec Joël Glélé, nous allons explorer la vision et l'organisation de cette initiative qui vise à encourager l'amour des lettres chez les jeunes générations. Bonjour Joël. Bonjour Axel. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Merci, c'est tout un plaisir. Enfin, on a pu s'accorder sur un rendez-vous parce que ça fait un bon moment qu'on essayait de trouver un moment pour échanger ensemble et je suis vraiment ravie de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui vous êtes, parler de votre parcours personnel en tant qu'auteur déjà, et aussi en tant que promoteur de la littérature au Bénin? Alors, Joël Glélé, j'ai eu un baccalauréat littéraire dans la ville de Boïkan. Ensuite, je suis parti à Parakou où j'ai fréquenté l'université de la dite ville. Mon cursus universitaire était au département des lettres modernes où j'ai eu une licence S-lettres, option littérature orale. J'ai soutenu donc sur les panégyriques royaux des têtes couronnées dans l'ancien royaume du Dahomey. Étant issu d'ailleurs de cette famille royale, j'ai eu la chance de faire tout un récit lié à l'oralité des panégyriques, également aux litanies que comporte l'ancien royaume du Dahomey. Alors là, c'est tout moi, c'est ma petite présentation. Mais en ce qui concerne les livres que j'ai écrits individuellement ou collectivement, j'ai écrit Procès aux lettres. C'est un livre qui a pour mission de parler du français béninois, rien que du français béninois, parce que Assel, comme tu le sais, l'Afrique, depuis les indépendances à nos jours, s'est développée, suivant également les variations de la langue. En Côte d'Ivoire ou au Sénégal, aujourd'hui, il y a le français qui est parlé spécifiquement dans ces territoires-là. Également au Bénin, il y a ce français spécifique au Bénin qui est parlé. Et donc, mon ouvrage Procès aux lettres va explorer cet univers-là, exige que chacun de nous, nous devrons, c'est-à-dire les Béninois, doivent revenir à ce français béninois-là. Donc, nous devrons juger sur le français, langue de la France, jucher en quelque sorte avec les langues nationales, les langues de nos terroirs, pour avoir un français qui répond aux besoins des peuples et des territoires. Et quelles ont été vos influences principales en littérature? Qu'est-ce qui a façonné votre engagement et aussi peut-être votre style poétique d'écriture? J'adore un écrivain. Je l'adore pas seulement, je l'adule. Amadou Hampâté-Bâ. Et pourquoi? C'est mon idole. Et tu sais, dans son ouvrage Le destin de Wangrin, il explore toute la fleur de la littérature orale africaine et il va au-delà de ça. Tu sais, dans un ouvrage qui pèse de cette manière, l'écrivain, en tant que conteur, mais en tant qu'ethnologue africain, va dans chaque pas de son ouvrage véhiculer les proverbes de son territoire. Il mêle non seulement dans ce livre, mais également
C'est un livre empreint de poésie, une poésie orale, une poésie pure, une poésie qui, à chaque fois, lorsque je lis l'ouvrage en question, pénètre jusqu'à la joncture de mon âme. Waouh, c'est fort ça. Et donc, j'explore vraiment Amadou Hampâté-Bâ. Et je crois, et c'est ma conviction, que chaque Africain qui aime d'ailleurs la littérature africaine doit avoir pour idole et pour mémoire Amadou Hampâté-Bâ. Comme je le disais en introduction, votre dernier livre s'intitule Virgule d'amour. C'est un roman poétique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et c'est quoi pour vous le roman poétique? Virgule d'amour, l'ouvrage d'ailleurs, il y a cette création au niveau de la première de couverture. Ce n'est pas une virgule écrite en lettres, mais c'est plutôt une virgule en symbole. Ensuite, va suivre le mot, le groupe de mots d'amour, ainsi de suite. Alors, virgule, dans la langue française, lorsqu'on définit la virgule comme une courte pause, c'est-à-dire lorsque nous faisons une phrase et qu'il y a la virgule qui est placée, ça voudrait signifier qu'il faut nécessairement faire une courte pause. Alors, virgule d'amour pour dire que l'amour, c'est une courte pause, mais plus en vue, l'amour, c'est une quête permanente. Parce qu'on ne met pas de point à l'amour. Lorsqu'on met de point à l'amour, ce qui voudra dire que une personne debout qui met de point à l'amour ne voudrait plus jamais aimer de sa vie. Mais une personne qui met plutôt une virgule à l'amour, à ce que son cœur porte, il voudra continuer plus tard dans sa quête d'amour. Ce qui voudra dire que l'amour est une quête permanente. C'est très bien dit. Est-ce que au Bénin, la poésie est l'un des genres littéraires les plus lus? Grâce à votre festival, comment vous ressentez les choses? Comment la poésie est perçue au Bénin? Au Bénin et d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, pour les statistiques que je possède, la poésie sombre. Et il faut nécessairement des gens qui, de par leur étincelle, peuvent rallumer l'ancienne flamme qui existait dans la poésie. C'est vrai, il faut faire la part des choses. Il y a la poésie orale qui continue de faire son sentier, mais il y a également la poésie que le blanc nous a enseignée, la poésie qu'on retrouve dans les écoles. Cette poésie sombre, tu sais, Axel, dans les écoles ou encore dans les universités, il y a quelques années, la poésie est vraiment étudiée. Moi, par exemple, lorsque j'étais au primaire, déjà en classe de cours moyenne deuxième année, on étudiait la poésie. Et avant même qu'on ne vienne à l'école, on s'attelait à la maison à faire un récital, à maîtriser très bien son texte et à s'appliquer par les gestuels. À l'ère actuelle, la génération actuelle, ce n'est plus ça. Demande à un enfant, lorsque moi je parcours parfois les collèges, les lycées ou bien encore les universités, je leur demande, voudrez-vous me réciter un poème que vous connaissez très bien? Quelques-uns encore arrivent à réciter, et s'ils arrivent à réciter, ce n'est pas les poèmes de chez nous, c'est les poèmes de Jean-Jacques Rousseau, de Victor Hugo, lorsque l'enfant paraît, de Jean de La Fontaine. Il y a un travail de base qui est raté. Il y a un travail de base qu'il faut désormais encore refaire pour que la poésie soit encore de l'homme. Comment on peut expliquer ce déclin que vous décrivez, hein? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela, selon vous? Tout part de la pédagogie. Vous voyez, lorsque les instituteurs, je parle des instituteurs, les maîtres d'école, euh, sont d'abord les premiers précurseurs de tout ce qui est oralité de chez nous. Lorsqu'on parle d'oralité, on parle de la poésie orale, on parle du conte, on parle des panégyriques, on parle des litanies. Dans les pays que je connais, le Togo, le Bénin, l'État a un programme où dans ces programmes en question, il faut nécessairement que les enfants aillent à l'école de la poésie, que les enfants aillent à l'école du conte. Vous voyez? Mais il y a certains instituteurs ou encore maîtres d'école qui aujourd'hui eux-mêmes ne connaissent pas des poèmes, qui n'arrivent pas à faire le récital des textes poétiques. C'est là vraiment la base. Lorsque ces gens, ces éducateurs qui doivent apprendre à nos jeunes frères, à nos enfants à maîtriser des textes poétiques ne le font pas. Qu'en sera-t-il de ces élèves, de ces éducateurs? C'est là où le bas blesse. Et donc, je crois que l'État doit revoir ce système-là. La pédagogie doit donner plus de rigueur dans ce domaine. Pour vous, la poésie doit être un élément pratiquement incontournable hein, dans l'enseignement. Quel est l'impact, selon vous, de la poésie sur la société? Une société qui pratique de la poésie, est-ce qu'elle est différente d'une autre? Je vais dévancer mes inspirations parce qu'actuellement, j'écris un livre qui parle de la poésie dans toute sa diversité et le livre s'appelle Poète du monde. Poète du monde pour signifier que le monde est perçu
sous une forme poétique et chaque habitant qui est dans ce monde-là sont tous conçus, sont tous perçus comme des poètes. Alors, que moi je perçois, et là c'est ma conviction, c'est une conviction personnelle, la poésie c'est l'art du monde. C'est ce que nous sommes intérieurement. Nous avons tous besoin de poésie. Et l'être que nous sommes est empreint tellement de poésie. Lorsque nous sommes dans le milieu éducatif, dans le milieu scolaire, lorsqu'on enlève la poésie et qu'on refuse aux enfants de ne pas tellement pratiquer ce genre-là, on leur enlève un certain degré de densité intellectuelle. Lorsque vous faites la poésie ou lorsque vous pratiquez la poésie, vous voyagez dans le monde en restant chez vous. Vous explorez des univers. Ces univers-là, qu'ils soient sur le plan africain, sur le plan européen, sur le plan américain et autres, ça nous permet d'avoir une vision du monde. On a tous besoin de poésie. Et surtout, là où la pédagogie scolaire, la pédagogie éducative, ça va être très important dans ce domaine. Vous voyez, lorsqu'on demande aux enfants de réciter des poèmes, en un premier lieu, ils sont obligés d'adapter leur mémoire pour qu'ils puissent garder ce test-là. Dans ce même instant, on apprend également aux enfants à développer leur orature. Développer dans quel sens? Tu sais, Axel, lorsque je commence par réciter un texte poétique, il faut nécessairement que je fasse des gestes, l'utilisation des mimiques, des gestuels. J'ai également besoin des techniques d'art oratoire comme l'enthousiasme, l'assurance, la modulation. Ces techniques d'art oratoire permettent aux enfants de mieux s'adapter à leur public. Et plus tard, lorsqu'ils sont dans un cadre plus spécifique, un cadre non scolaire, ces enfants qui aiment très bien la poésie parlent aisément, sont mieux apprêtés à faire des discours, même improvisés. C'est là même la base et c'est là même l'importance de la poésie dans le milieu éducatif. On ne peut pas aujourd'hui se passer de la poésie. C'est important de noter ces aptitudes annexes au-delà de la mémoire, ces aptitudes annexes qu'apporte la poésie. Quand on y réfléchit, hein, c'est vraiment remarquable. Parce que si on dit à quelqu'un, comme vous avez dit dans la rue, si on demande à quelqu'un qu'est-ce que la poésie peut vous apporter, je pense que très peu de gens vont penser à aller en profondeur et réfléchir vraiment sur tout ce que vous venez de dire, hein. Vous avez toujours rêvé d'écrire votre propre livre, mais vous ne savez pas par où commencer pour le publier. Vous avez peur de vous lancer dans la publication et vous vous sentez perdu ou bloqué à certains moments. J'ai créé une checklist gratuite pour vous aider à publier votre livre en auto-édition avec succès. Que vous soyez un écrivain débutant ou expérimenté, cette liste vous guidera tout au long du processus de publication. La checklist est totalement gratuite. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour la télécharger immédiatement. Imaginez la fierté de voir votre nom sur la couverture d'un livre. C'est possible. Ne laissez plus votre rêve d'écrire votre propre livre être juste une idée dans votre tête. Publiez votre livre en auto-édition dès maintenant et laissez le monde découvrir votre talent. Téléchargez ma checklist gratuite dès maintenant. C'est votre premier pas vers le succès de votre livre en auto-édition. Alors, ça m'amène à votre festival de poésie. Est-ce que vous voyez un certain enthousiasme pour ce festival? Déjà, comment vous l'avez créé? Qu'est-ce qui a été à l'initiative du festival? Alors, le festival, tout est parti en 2018. C'est là où je dis à chaque fois, tu ne peux pas m'en vouloir. C'est ce qui a été envisagé par moi. Alors que je quittais la capitale économique du Bénin, Cotonou, en avril 2018, pour allier le Nord, qui est la troisième ville à statut particulier du Bénin. J'ai commencé par griffonner sur mon agenda un petit parcours du projet, l'ambition que je voudrais pour un projet. Et ce projet, qui sera dénommé plus tard les Journées poétiques, est parti de tout ce qui se passe dans le milieu culturel et littéraire béninois. Lorsque tu vois dans les universités publiques béninoises, il y a chaque année la nuit de la danse, la nuit du fou rire, la nuit du conte. Et puis je me suis posé la question, pourquoi pas la nuit de la poésie? Et là, l'idée m'est venue, j'ai commencé par griffonner quelques mots. Et ces quelques mots-là sont devenus plus tard le contexte de création du projet, les plans stratégiques pour réaliser le projet. Et très vite, lorsque je suis venu à Parakou, je ne suis même pas rentré chez moi. Je suis directement rencontrer le responsable de l'Institut français de Parakou. Et je lui ai dit, Monsieur Amidou, je voudrais que d'ici 3 mois, on puisse organiser une journée pour la poésie. Il dit, mais Joël, c'est pas possible d'organiser un événement comme ça dans 3 mois. Je lui ai dit, tu me connais.
Je suis un homme dynamique. Et avec le dynamisme que j'ai, je le ferai. Tu sais, dans la vie, tout est une question de volonté. Lorsque vous avez la volonté, vous pourriez déplacer les montagnes. Il a cru en moi et j'en suis vraiment reconnaissant. Je suis très reconnaissant pour lui. Il a cru en moi et nous avons organisé en l'espace de 3 mois la première édition du festival. Ça s'est très bien passé en juin 2018. On a eu une journée, on a décortiqué un thème sur la poésie. Ensuite, il y a eu une nuit qu'on a appelée la nuit poétique qui s'est passée à l'Institut français de Parakou. Et très vite, le projet a décollé. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus grands festivals ou bien le plus grand festival de poésie en Afrique de l'Ouest. Ouais, je suis beaucoup l'actualité de ce festival, hein. Bah, je pense qu'il est connu déjà au-delà des frontières d'Afrique de l'Ouest et je vois l'enthousiasme, l'évolution de ce festival et vraiment bravo pour cette initiative. Alors, dans ce projet de journée poétique, quelle a été ton expérience de lancer un tel projet au Bénin? Quels ont été les challenges pour toi? Les challenges sont énormes, crois-moi, Axel. Lorsque tu décides d'organiser un grand événement en Afrique, et surtout dans un pays comme le Bénin, ce n'est pas du tout aisé. Spécifiquement parlant, lorsque vous êtes dans le domaine de la littérature et dans le genre qu'on appelle la poésie, et que vous décidez de garder les 4 vents de la nature et d'user ces vents de la nature pour mener à terme un genre de projet, couler tellement de sueur sur tout votre corps que parfois on arrive à se dire, est-ce qu'on va y arriver? D'abord, il y a le problème de management. Il faut avoir une équipe. Et moi, j'ai très vite compris que l'Afrique a cette vision d'être individuel. Donc, il faut aller de manière collective. Et donc, très vite, je connais des amis, je les ai fait part de l'idée. Il y a quelques-uns qui ont dit, OK, je suis d'accord avec toi. Et on a formé un comité où je préside le comité. Mais dans le même temps, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Je le dis avec un cœur très serré. Ces mêmes gens à qui parfois nous disons de travailler avec nous, d'être avec nous, pour que nous puissions impulser une telle dynamique pour la société, être un modèle pour nos jeunes frères, ces mêmes gens peuvent devenir des pestes pour nous autres. Ça, c'est un challenge. Un autre challenge, c'est le côté de financement. Vous savez, les gens, surtout lorsqu'on parle de poésie, la première question qu'ils se posent, et d'ailleurs pour n'importe quel projet, qu'est-ce que si moi je m'engage dans votre projet, qu'est-ce que je vous apporte ou bien qu'est-ce que vous m'apportez? C'est ça, qu'est-ce que j'y gagne? En Europe ou encore en Amérique, ceux qui financent les industries culturelles ont plus à vue compris que l'impact de ces activités rejaillit sur eux, mais plus à vue ce n'est pas sur le plan financier. Lorsque tu décides d'investir dans le milieu culturel, soit tu te dis, je paie de l'argent, mais l'impact que j'ai, ce n'est pas l'impact financier. Tout à fait. C'est pas comme Voilà. si on investissait dans une industrie et à la fin on a un bénéfice ou comment on appelle ça en français, c'est-à-dire que quand on est actionnaire d'une société, hein, Voilà, il faut rentabiliser. voilà, exactement. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les événements culturels en Afrique. Et donc, les partenaires ont du mal à décaisser de l'argent, à mettre de l'argent dans un projet comme ça. Et donc, c'est aussi un très grand défi chaque année où l'obligation se pose, où je dois décaisser de l'argent de ma propre poche à chaque fois pour faire les choses. Parfois, je me sens épuisé, très épuisé. J'imagine, hein, parce que c'est du boulot. Heureusement qu'il n'y a pas que ces challenges-là. Il y a aussi certainement des belles choses qui font que on n'abandonne pas, sinon on aurait abandonné depuis. Quand je vois par exemple l'engagement, l'enthousiasme des visiteurs au café littéraire que tu organises, comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es le représentant de l'organisation de l'association La Scène littéraire, l'association suisse qui est dirigée par Agnès Dazoa et qui a lancé le prix Les Afriques. Quand je regarde l'affluence, l'enthousiasme des cafés littéraires que tu organises sur place au Bénin, j'ai beaucoup d'espoir pour cette jeunesse-là qui a envie de lire, hein. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète ce que je vois. Toi qui es sur le terrain, comment est-ce que tu ressens cette envie, cette soif de lire de cette jeunesse-là? Avant de parler de la scène littéraire, je voudrais d'abord remercier sa présidente, Maître Flore Hayes Melz. Assel, tu es également de la diaspora africaine. Tu imagines lorsque une étoile, une étoile décide d'illuminer tout un continent, il faudrait à chaque fois l'ovationner, mais également suivre sa vision. J'estime que le travail qu'elle fait
ont un impact considérable sur tout ce que je connais au Bénin, mais également dans les autres pays où la scène littéraire travaille à fond et est plus en vue sur le terrain. Suivant le dynamisme de la présidente de la scène littéraire, nous organisons des cafés littéraires. À chaque fois que je suis sur le terrain, que nous organisons un café littéraire, je me sens heureux. Et maître, la présidente pourrait te dire qu'à chaque fois, je l'écris pour dire, c'est un café réussi. Elle met de l'argent dedans, elle assure mes déplacements partout où je vais, elle me loge, elle m'héberge, elle me paie un salaire. Mais tout ce que on me demande, moi, c'est de bien organiser les choses. Et je ne suis pas du genre à faire les choses à demi-mot. Non. Quand je décide de le faire, je le fais. Nous avons organisé des cafés littéraires. Par exemple, le 25 mars, nous avons organisé un café dans une bibliothèque dénommée la Bibliothèque Bénin Excellence, située non loin de la ville de Cotonou. En voyant le nombre, j'étais tellement ému. Je me suis dit, quelle fierté de voir cette génération qui est plongée dans les téléphones portables, qui est plongée dans les ordinateurs, qui est plongée dans l'inutile, qui maintenant est face à moi et qui écoute, qui lit, qui rayonne en faisant quelque chose de bien. J'étais heureux parce que j'ai compris que la littérature est désormais un miroir. Ce miroir dont il est question, nous devons chaque fois nous mirer dedans. Nous devons chaque fois nous voir dedans pour voir que nous sommes réellement. C'est vrai que lorsqu'on regarde le miroir et qu'on s'en va, on s'oublie. Mais à chaque fois, lorsque nous regardons le parcours de la scène littéraire, on est fier. On se dit que l'investissement de Maître Flore Hayes Mills est vraiment important pour la génération actuelle et forme cette même génération actuelle à devenir des ambassadeurs de la génération à venir. Et selon toi, tu penses que qu'est-ce qui fait le succès de ces cafés littéraires-là? Il n'y a pas de littérature sans livre. C'est la citation fétiche de Maître Flore Hayes Mills. Il n'y a pas de littérature sans livre. Un des premiers succès de la scène littéraire, c'est le fait que nous apportons ces livres-là aux élèves, aux étudiants. On ne leur demande pas de se déplacer vers nous, mais c'est nous qui prenons l'engagement de nous déplacer vers eux. Et ensuite, on met ces livres à leur disposition. Il faudra revenir 3 semaines plus tard pour organiser le café littéraire. Pour partir, il faut tout au moins assurer la restauration, c'est-à-dire offrir de l'eau aux gens. Je sais, en Afrique, le mieux pour chaque personne, c'est que quand tu invites les gens, il faut au moins leur donner de l'eau. La présidente envoie de l'argent pour qu'on puisse rafraîchir les gens, pour que le modérateur également puisse avoir petit per diem. Et donc, tout cela permet que la café réussisse très bien. Moi, je dirais, quand j'entends ça, moi, je vois que, en fait, on a redonné de la valeur à l'activité littéraire, hein. On a sorti l'activité littéraire, on a dépoussiéré ça, on a redonné de la valeur, on l'a remis au centre de la vie, hein, de la société, et on respecte le travail de ceux qui s'engagent en les soutenant financièrement. Et je pense que c'est un cercle vertueux qui se crée comme ça et il y a un effet boule de neige qui se met en place. C'est véritablement ça. À chaque fois, je me pose cette question. Tout à l'heure, j'ai fait le comparatif entre les industries culturelles et les partenaires. Lorsque une étoile, parce que je dis que Maître Aliès est une étoile, lorsqu'une étoile décide de faire briller toute une communauté, en retour, qu'est-ce que nous, on l'apporte? Nous n'apportons pas de l'argent à cette étoile, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est le sentiment de reconnaissance, c'est prêcher cette nouvelle-là à tous ceux qui ne sont pas au courant. C'est-à-dire que la reconnaissance même du gouvernement béninois à travers le ministère de l'enseignement secondaire est déjà quelque chose de très satisfaisant. Lorsqu'aujourd'hui nous partons dans les lycées, dans les écoles, et qu'on nous reçoit, on montre juste la lettre du ministre, les écoles nous reçoivent très bien, on est reçus comme des personnalités, des rois. Et donc, il y a déjà ce sentiment de reconnaissance envers la scène littéraire, et Oui. surtout envers celle qui coordonne toute cette activité en Afrique. On imagine le travail d'avocat. Après ce travail d'avocat-là, il faut nécessairement coordonner partout en Afrique les activités de la scène littéraire. Et donc, à chaque fois, lorsque moi je parle, je dis, il faut toujours remercier Maître Flore Hayes Mills. Tout à fait. Et je pense que ce travail, cet engagement, ils sont inspirants. Là, ça montre aux gens qu'il y a des choses qui se passent sur le continent. Si ça peut inspirer d'autres personnes aussi, être créatifs et réfléchir sur des pistes
et des astuces pour promouvoir la littérature, le pari est gagné. Si vous êtes fan de ce podcast, je vous serais vraiment reconnaissante que vous le partagiez avec vos amis et que vous laissiez un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Cela aidera à faire connaître le podcast à un plus grand public et il me permettra de continuer de produire des contenus intéressants. Ce podcast est gratuit, mais sa production a un coût. Alors, merci de continuer à me soutenir. Alors, nous n'avons plus beaucoup de temps, Joël. Est-ce que tu peux nous dire sur quel projet tu es en train de travailler actuellement? Quelle est ton actualité? Et où est-ce que nous pouvons te suivre si on veut s'abreuver de ton savoir et de ton expérience? Alors, j'ai un site web, joelglele.com. Mhm. C'est vrai que je ne partage pas tellement d'actualité parce que tu vois, dans l'univers béninois, dans l'univers africain, on n'est pas très habitué au site web. Donc, j'ai un site web depuis quelques années, mais je n'utilise pas tellement. Oui. Sur Facebook, mon nom, c'est très simple, Joël Glele. Alors, sur les projets littéraires sur lesquels je me focalise actuellement, je viens de le dire tout à l'heure, il y a l'ouvrage Poète du monde que je suis en train de terminer. C'est un livre qui va vers l'immersion de la poésie, va vers même la fine fleur de la poésie. Et pour poser cette poésie-là, pour poser ces vers sur nos tables, pour poser ces vers sur les vers que nous buvons, dans lesquels nous buvons de l'eau. Au moment donné, je te dirai, je t'enverrai les informations nécessaires où les gens également peuvent se procurer l'ouvrage. J'ai également déjà un projet terminé qui, je crois bien, avant le mois de septembre, devrait sortir. J'aurais aimé que ça se fasse simultanément, c'est-à-dire avec l'ouvrage Poète du monde. Donc, le livre qui est déjà terminé, c'est aussi de la poésie. Tu sais, j'adore tellement la poésie. Ça se ressent. Quand tu en parles, il y a de la passion. Ça se ressent. Le moment venu, quand le livre sort, ben, tu passes dans le podcast de Salon du Livre, tu es le bienvenu. Alors, ma dernière question pour terminer, hein. Quel conseil est-ce que tu peux donner aux jeunes Béninois qui aspirent à devenir écrivain ou poète? Quels sont les éléments clés qu'ils doivent prendre en compte pour avancer dans ce domaine-là? Mon message devra s'adresser non seulement aux jeunes Béninois, aux jeunes Africains, mais plutôt aux jeunes du monde. La littérature n'est pas un sentier sur lequel on vient se réfugier. La littérature, c'est un art. Un auteur célèbre dit 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Les jeunes aujourd'hui qui ont le besoin ou bien qui veulent devenir des écrivains ont le devoir, et ça c'est une obligation, de travailler et de mériter ce qu'ils écrivent. Il faut écrire le monde. Mais en écrivant le monde, il faut surtout voir la portée de son texte sur la société dans laquelle on vit. Le regard sociologique, les pesanteurs sociologiques. On ne se lève pas seulement pour écrire. On écrit pour une communauté. Donc, nécessairement, et moi je me suis toujours appesanti sur ça, lorsque j'écris, je regarde le monde qui est devant moi comme un miroir. Et à ce monde-là, je lui parle, j'appelle, je crie parfois. Et cette voix-là, qui parfois est une mélodie, ou encore une résonance qui sort dans ma plume, c'est cette voix-là que je voudrais que les jeunes du monde puissent s'appesantir. Écrivez le monde, mais travaillez le monde. Excellent. Une belle note pour terminer. Merci beaucoup, Joël. Merci. À très vite, Asiel. Merci. À bientôt. À bientôt.